C'est le Super Tuesday aujourd'hui, la journée la plus importante pour les primaires américaines. Une douzaine d'États votent pour désigner leurs candidats dans les deux camps démocrates et républicains. Hillary Clinton et Donald Trump sont favoris. On prend tout de suite la direction des États-Unis. Oui, on va rejoindre New York et les bureaux de Mescart Financial Service, histoire d'y retrouver Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Les primaires, ce Super Tuesday, la politique, c'est au cœur aussi des thèmes que suivent les marchés en ce moment? Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, 30% des délégués, aussi bien du côté des républicains que des démocrates, vont être désignés. Et on attend en fait un grand vainqueur du côté républicain, ça sera Donald Trump, et un grand vainqueur du côté démocrate, ça serait Hillary Clinton. Alors une fois qu'on aura peut-être cette course avec ces deux chevaux en tête, c'est à ce moment-là qu'on commencera à se poser les questions. Quelles sont les implications pour l'économie? C'est clair qu'il y en a, et il y en a même beaucoup, puisque d'un côté, les républicains, quels qu'ils soient, ont des programmes de baisse d'impôts très très importantes. Ça, c'est positif pour l'économie américaine. Et de l'autre côté, évidemment, les démocrates ont plus des programmes qui vont augmenter, par exemple, le contrôle sur les banques, sur les institutions financières, ce qui serait plutôt un négatif. Donc, c'est clair que demain matin, il va y avoir beaucoup de discussions. Est-ce que Trump va l'emporter? Ouais. Aujourd'hui, il y a un sondage, 49% des républicains sont pour Trump, contre 16 pour le deuxième Rubio. Donc c'est une énorme avance. Bon, à part la politique, qu'est-ce qu'on se dit sur les tables à quelques minutes maintenant de l'ouverture tout à l'heure? On dit des choses toutes simples. On dit que c'est le premier du mois, le premier mois de mars, qui est toujours un mois favorable pour les marchés. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est qu'en fait, on vient d'entendre que Honeywell renonce à poursuivre United Technologies. Donc ça aura évidemment un effet pour les deux compagnies. Et autrement, il y a par exemple la publication des ventes de voitures de Fiat Chrysler, 11%, bien au-dessus de ce qui était attendu. Merci beaucoup Grégory Volokin. Grégory Volokin depuis Mescart Financial Service. Grégory qu'on retrouve bien évidemment un petit peu plus tard pour suivre l'évolution de cette séance en ce moment. Suivez les marchés sur tradingsat.com, le site bourse de BFM Business. BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. Et du vert donc du côté de New York, on va rejoindre depuis les bureaux de Mescart Financial Service Grégory Volokin. Grégory, donc pour le moment bon début du côté de New York, première journée du mois et première hausse pour les indices. Oui, c'est tout à fait correct, et je pense même que la hausse serait plus forte si le pétrole ne s'était pas remis à baisser il y a une douzaine de minutes, et il est passé négatif. Donc je dirais que c'est déjà un exploit pour les indices, que ce soit en Europe ou ici, quand ils sont positifs, avec un pétrole qui baisse, on n'a plus vraiment l'habitude de cette décorrélation. Voilà donc pour le premier sentiment. On regarde aussi du côté des tables ce qui se passe au chapitre politique, le Super Tuesday, les deux grands finalistes qui vont peut-être se dégager de ce moment, de ce tournant important de la campagne. Oui, c'est certain que on va commencer à voir l'idée du futur candidat démocrate et du futur candidat républicain. Super Tuesday, c'est quoi? C'est en gros 30% des délégués à l'intérieur de chaque parti qui vont être désignés. Donc ça montre vraiment l'importance pour ces candidats. Alors chez les républicains, Donald Trump bénéficie alors d'un momentum assez fort, ou même très fort, puisque quand on fait un sondage, c'est CNN qui vient de le publier, il a 49% des républicains qui sont pour lui, contre 16% pour Rubio, 15% pour Cruz, donc il est très très nettement en avance. Du côté des démocrates, là, pas vraiment de surprise non plus, c'est Hillary Clinton qui devrait l'emporter, et ça semblerait très très difficile pour Sanders, qui est quand même extrêmement à gauche, puisque on l'appelle carrément socialiste aux États-Unis, ce qui est un gros mot aux États-Unis. Il est extrêmement à gauche, donc ça serait vraiment étonnant qu'il puisse gagner plus que peut-être un ou deux États lors de cette primaire. Il faut le rappeler, Super Tuesday, il va y avoir une dizaine d'États pour les deux partis qui sont en jeu. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des différences économiques fondamentales, ou en tout cas significatives, entre les deux bords politiques américains, de nature peut-être à impressionner ou à amplifier le mouvement des marchés?
Oh, il y a des différences qui sont extrêmement importantes. Alors, du côté des Républicains, il y a vraiment, je dirais, trois thèmes principaux. Un thème sur lequel tous les Républicains sont d'accord, c'est des baisses d'impôts, que ce soit les impôts pour les particuliers ou les impôts pour les sociétés. Un exemple, par exemple, Donald Trump propose des impôts à 16% pour tout le monde, sociétés ou particuliers. Il faut savoir que les sociétés aux États-Unis sont en ce moment taxées au maximum à 38%. Donc évidemment, ça c'est pro-business du côté des Républicains. Ce qui est beaucoup moins reluisant du côté des Républicains, c'est tout ce qui est comme programme au niveau de l'émigration, puisque en fait Donald Trump voudrait construire un mur pour séparer ou pour empêcher les Mexicains de venir aux États-Unis, alors qu'il a totalement oublié en fait que depuis plusieurs années, il y a un mouvement contraire. Il y a plus d'Américains qui vont au Mexique que de Mexicains qui vont aux États-Unis. Donc ça, c'est une chose. C'est pas du tout pro-business aux États-Unis de s'opposer à l'émigration alors qu'on a pratiquement le plein emploi. Et l'autre chose qui est assez délicate, et là, c'est les deux partis qui sont un peu montés au créneau, c'est les accords commerciaux, que ce soit NAFTA, mais surtout l'accord transpacifique. Trump voudrait carrément non seulement l'annuler, mais appliquer des taxes de 40% sur toutes les importations chinoises, ce qui est absolument aberrant. Et même Hillary Clinton, qui est appuyée par les syndicats, voudrait renégocier ces accords. Bon, voilà pour la politique. Retour au business maintenant, au business peut-être plus pur et dur. Qu'est-ce qu'on se raconte? Quelles sont les boîtes qui se distinguent? Il y a notamment du Fiat Chrysler, c'est ça? Alors, il y a eu toutes les ventes de voitures qui ont été publiées. Tout à l'heure, il y avait eu que Fiat. Maintenant, il y a aussi Ford et General Motors. Et il y a des grosses différences, en fait. Le grand vainqueur sur le mois de février chez les constructeurs américains, c'était Ford, avec une hausse de 20% des ventes, ce qui est quand même extrêmement important. Fiat Chrysler s'en est très bien sorti avec 11%. Et la déception vient de General Motors, avec une baisse des ventes de 1,5%. Alors, le problème, c'est qu'on est totalement en haut de cycle aux États-Unis. Le secteur de l'automobile est un des secteurs qui a le moins bien performé sur les marchés, et c'est certain qu'une déception comme celle de GM ne va pas aider la revalorisation de ces titres qui sont à extrêmement bon marché en ce moment. Bon, est-ce que vos constructeurs automobiles soufflent de voir la Google Car avoir eu son premier accident? Alors je ne sais pas s'ils ont ouvert des bouteilles de champagne, parce que quand on lit les détails de cet accident, qui était plutôt un tout petit accrochage, donc c'est une Google Car qui avait déjà fait des millions de kilomètres sans un seul accident, qui a essayé d'éviter des sacs de sable qui avaient été mis pour empêcher une inondation. À son côté à gauche, il y avait un bus. Elle pensait que le bus allait la laisser passer. Le bus a forcé le passage et il y a eu un minuscule accrochage. Alors je ne pense pas qu'il faut en tirer des conséquences énormes sur les voitures autonomes. Le problème des voitures autonomes, c'est que c'est encore une musique d'avenir. Ça va mettre encore des années d'essais. Et malheureusement, c'est vrai que si des accidents se produisaient plus souvent, ça pourrait même encore reculer l'introduction publique de ces voitures. Bon, on rappelle qu'il y avait un conducteur quand même à bord de cette voiture, même si elle était en mode autonome. Absolument. Ouais. Voilà, elle n'était pas livrée à elle-même encore, tout à fait. Toujours en techno, Apple, on en parle? On en parle beaucoup parce qu'en fait, hier, il y avait un procès qui n'est pas celui dont on parle depuis des semaines sur le terrorisme à San Bernardino en Californie, mais c'est un procès à New York. Le FBI voulait débloquer la même histoire, un téléphone d'Apple, voulait pénétrer dans ce téléphone avec un code qu'ils ne connaissent pas. Et là, c'est du trafic de drogue qui est en question. Et le juge a fait un jugement de 50 pages qui se met absolument du côté de Apple et qui refuse donc cette possibilité au FBI. Alors, ça ne veut pas dire que ça va faire jurisprudence, mais c'est une arme juridique extrêmement importante maintenant pour Apple, qui doit, elle, être extrêmement content. Aujourd'hui, il y a des auditions à la Chambre des représentants entre l'avocat qui représente Apple et le directeur du FBI. Donc, on va sûrement beaucoup parler encore sur ces prochaines semaines de ce sujet. Bon. Voilà pour la techno. On termine avec du brick and mortar quasiment, avec du noir, du producteur de pétrole. Et là, on commence à couper un peu dans les productions, c'est ça? Oui, je dirais que c'est le moment. Maintenant, il y a des compagnies qui exploitent le pétrole de schiste, le fameux fracking, qui commencent à dire
on diminue notre production, et c'est des grosses compagnies. Il y a Marathon Oil, il y a EOG, Withing Petroleum par exemple. C'était ce moment attendu parce qu'en fait, si maintenant il y a une diminution de la production, ça va vraiment permettre, je pense, au cours du pétrole de trouver une base et peut-être de repartir à la hausse. Vous savez que le grand problème du pétrole, c'est pas qu'il n'y a pas assez de demande, mais c'est qu'il y a surproduction actuellement. Ouais, enfin, vous parlez des très gros producteurs là, Grégory, mais il y a aussi toute une masse de plus petits. Qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire des fusions nécessaires au cœur de cette galaxie du pétrole de schiste ou des faillites? Comment ça peut se passer? Oh, alors les petits producteurs, il faut savoir qu'actuellement ils sont tenus à bout de bras par les banques, qu'il y en a déjà beaucoup qui n'arrivent plus à payer les intérêts de leurs dettes. Donc il va y avoir vraiment un nettoyage très important avec une disparition d'un grand nombre de ces petites compagnies, ce qui va bénéficier évidemment les plus fortes, les plus saines, qui vont pouvoir acheter des réserves à très bon compte. Donc il va y avoir vraiment là toute une partie de cette économie de la production et de l'extraction de pétrole basée sur des petites compagnies qui va sur les 6 ou 12 prochains mois disparaître aux États-Unis. Merci beaucoup, Grégory Volokin. Donc, Grégory Volokin depuis les bureaux de Mescart Financial Services à New York. Du côté des indices, plus 0,5, plus 0,6 pour les principaux indices à New York. Et à Paris, le CAC progresse de 0,48%. On est à 4374 points. Restez avec nous dans un instant, un point complet sur l'actualité. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.